Do you like a little whiskey, man? Certainly not. Vous voulez un whisky? Juste un là. Un whisky d'abord. Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé? Non, monsieur, je ne le suis pas du tout. Bravo. For relaxing times. Make it Suntory time. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 9e épisode de Sky is the Limit. Je suis Julien et j'ai la chance d'avoir pour cette émission l'équipe au complet. On va se réunir autour d'un whisky japonais. Alors, nous sommes toujours en confinement quand on enregistre cet épisode, donc j'espère que vous allez tous bien. Et on va prendre des nouvelles, donc des chroniqueurs. À ma droite, on va dire qu'il y a Emric. Emric, comment vas-tu ? Eh ben ça va. Je suis confiné comme tout le monde. Je respecte les règles de confinement. Je ne sors pas de chez moi. Et les gestes barrières ? Oui, geste barrière. Je mets mes bras en croix devant moi quand je suis dans la rue. On a à ta droite Blast. Salut Blast. Salut. Ça va ? Bah ouais, toujours bien. Ouais, là, on fait avec. Exactement, on fait avec. Et à ta droite, il y a Hugo. Salut Hugo. Salut. Tu vas bien ? Ouais, bah écoutez, moi ça se passe bien. Je cuisine beaucoup. Je mange peut-être trop de bonnes choses. Mais du coup, ça va. Moi, je suis reparti pour un mois. Finalement, ça me va. Tu es l'épicurien. Mais je sais que ça. Emric fait beaucoup à manger aussi. Ouais, beaucoup. Bah non, mais puis ça fait plaisir d'avoir. Alors, moi, je travaille pas du tout là pendant cette période, donc ça fait aussi plaisir un peu de faire sans trop culpabiliser en fait plein de trucs non professionnels, enfin faire à manger, faire un peu de sport, lire, jouer à la console, enfin de glander un peu. Enregistrer des podcasts, voilà, boire du whisky, avec modération, mais toujours. Et toi, Julien, ça va comment ? Moi, ça va. Bah, moi, j'ai toujours la chance d'être en Suisse, donc j'ai toujours la chance de pouvoir sortir. Ouais, en Belgique aussi, ça va, on est cool. Et ce qui fait que, en fait, la semaine, je bosse. Moi, je fais partie des gens qui bossent à temps plein. Donc, je bosse toute la semaine. Je sors très peu de chez moi la semaine, sauf pour courir. Par contre, le week-end, je vais faire de la rando. Voilà, qui est une activité c'est bien, solitaire. ça, ouais. Et donc, compatible avec le Covid-19. Oui, puis ça te permet de un peu, enfin, tu prends l'air, tout ça. Moi, c'est un peu ce qui me manque. On a le droit de faire des petites balades et j'habite près de Montmartre, donc ça, c'est cool. Des fois, je fais des petites balades autour du Sacré-Cœur, tout ça. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu un truc qui manque, de prendre vraiment l'air, quoi, de glander une après-midi dans un parc ou un truc comme ça. Ouais, je vous comprends. Puis la rando à Paris, bah. C'est quoi, c'est le GR20 ? Non, c'est pas le GR20. Il y a aucune un GR idée. qui passe par Paris, il me semble. Sinon, un truc qui est cool, tu peux pas le faire en confinement, que j'ai déjà fait une fois dans ma vie, c'est la petite couronne. Parce que tu sais, les bus qui tournent autour de Paris, qui s'appellent les PC 1, 2, 3. Ouais. Et en fait, c'est une ancienne voie de chemin de fer, et il y a encore des traces autour de Paris, et ça fait 36 km. Le long des maréchaux. Ouais, c'est très mignon, notamment dans le 18e, enfin, je sais pas détailler ici, mais aux portes de Clichy ou tout ça, porte de Clignancourt, c'est très mignon par endroit, dans un quartier qui l'est moins. Mais ouais, c'est là que j'habitais avant, c'était chouette. Alors, est-ce que depuis la dernière fois, vous avez découvert de nouveaux alcools ou vous avez un alcool qui vous a plu et dont vous voudriez parler ? Moi, j'ai quelque chose. Pour la blague. Ok. Comme beaucoup de Français en confinement, je me suis mis à faire du levain et j'ai découvert que le levain, ça sent très très fort l'alcool. Ah ouais ? Ah bah oui. En fait, ouais, quand tu. Mais tu peux en faire un alcool ? T'as commencé à faire de l'alcool de contrebande ? Je sais pas. C'est ma prochaine recherche pour ce week-end. De l'eau de vie de pain. C'est ça. Et toi, Hugo ? Moi, j'ai découvert, alors, par pur hasard, justement, quand j'allais faire mes courses pendant le confinement, justement, j'ai découvert qu'à côté de chez moi, il y a une boutique qui vend du gin. Okay. Et alors, en fait, ça s'appelle Lord of Barb. Lévis. Ouais. Pas mal. Et ça s'appelle Lord of Barbès. Et en fait, c'est une marque de gin
et ils font, c'est bio, artisanal, et c'est distillé près de Cognac. Et en fait, ils ont leur mélange à eux. Et la boutique est hyper mignonne. C'est un peu cabinet de curiosité. Il y a un peu des squelettes, une déco un peu chelou, des vieilles malles, une vieille déco, enfin des trucs qui ont, je pense, c'était un peu chiné. C'est pas donné. On est sur 25 € la bouteille de 20 centilitres et 50 € la bouteille de 50 centilitres. Moi, j'ai pris une de 20 centilitres pour goûter. Et en fait, c'est aussi zéro déchet. C'est-à-dire que si vous leur envoyez ou si vous allez à la boutique avec une bouteille vide, ils vous la re-remplissent. Donc ça, je trouve ça cool aussi. Ça soutient le commerce local. Voilà, enfin, bon, j'ai un peu craqué. Et je ne l'ai pas encore goûté. Je vais le goûter ce week-end. Comme l'été arrive et que l'été, moi, je suis très fan d'un très bon gin tonic. Voilà, j'ai pris ça. Et ils font aussi un sirop de tonic. Donc en fait, c'est pareil, un truc bio artisanal. Et en gros, c'est une espèce de sirop de sucre aromatisé qu'on complète avec de l'eau pétillante. Et comme ça permet de doser la quantité, en quelque sorte, de la force du tonic qu'on veut mettre dans son gin tonic. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, je vous dirai au prochain épisode si ça vaut le coup ou si c'est une fraude marketing. Mais en tout cas, les gens qui le tiennent sont hyper sympas et les bouteilles sont vraiment belles. Si tu veux, je t'enverrai une photo pour mettre sur les réseaux. Ouais, carrément. Et les bouteilles font en plus sont avec un verre bleu et un design qui fait très bouteille d'apothicaire du Far West. Enfin, je ne m'y connais pas trop, mais espèce de bouteille rectangulaire avec un gros bouchon au-dessus. Ça rappelle le Blue Sapphire. Ouais, un peu. Et avec tout est gravé dans le verre, enfin moulé. Et c'est super mignon. Donc voilà. Est-ce que la qualité suit ? Je vous le dirai. Pour l'instant, en tout cas, c'est une belle surprise. Ok. Toi, Blast, t'as quelque chose que tu as découvert ou pas ? Non. J'ai redécouvert ma cave à whisky. Ouais, c'est bien. J'avais des whiskies qui étaient vraiment... c'est un peu rangé, il y a beaucoup de bouteilles. Il n'y a pas que du whisky, mais il y a essentiellement du whisky. Du coup, j'ai un petit peu bougé les choses. J'ai dit, ah tiens, il me reste un fond de ci, un fond de ça. Donc, en général, quand j'enregistre les sondiers, je sors une bouteille que je n'ai pas goûtée depuis longtemps, puis je me fais 4 centilitres pendant l'émission. C'est mon petit péché. C'est une belle tradition, moi, je pense. Ouais, c'est très bien. Et ça permet de redécouvrir tranquillement des whiskies que j'ai pas bu depuis longtemps. Donc non, rien de particulier, mais ouais, avec plaisir. Ok. Alors, et toi, Julien ? Alors moi, j'ai redécouvert, oui et non, parce que j'en avais déjà bu, mais j'ai goûté il n'y a pas très longtemps un pastis qui s'appelle la Bleue. Et en fait, c'est un pastis qui vient de Haute-Saône, donc qui vient pas du sud de la France. Et en fait, Haute-Saône. ouais. Alors, il y a une histoire derrière ça, c'est que ça vient d'une distillerie qui s'appelle la distillerie Le Mercier, qui faisait de l'absinthe au 19e siècle. Comme beaucoup comme du côté de Montalier aussi, ouais. Exactement. Sauf que l'absinthe, ça a été interdit pendant très longtemps en fait en France. Ouais. Et que cette distillerie en fait s'est reconvertie dans un pastis absinthe qu'ils ont appelé la Bleue en référence à la fée bleue ou la fée verte, qui était le surnom de l'absinthe. Et en fait, quand il fait chaud, et en ce moment il fait chaud, enfin je sais pas chez vous, mais chez moi le thermomètre peut monter à 23-25, et ça passe bien. Voilà. Et j'imagine que ça a un goût complètement différent du pastis. C'est moins prononcé. Supermarché, quoi. Il y a probablement moins de caramel. Ouais, beaucoup moins sucré. C'est ce qu'on retrouve avec le Pontarlier, justement, je parlais du Pontarlier Harny, qui est en fait l'origine du pastis de Marseille. C'est beaucoup moins sucré, enfin, il n'y a pas le côté caramel qui se rajoute dessus. Donc on est vraiment plus proche d'une anisette, mais une anisette assez prononcée. Et effectivement, j'aime beaucoup. Presque je préfère au pastis de Marseille. Donc voilà, c'était ma redécouverte. Comme Blast, alors, la Bleue. Je pioche dans ma cave. Moi, j'ai vu un truc que je sais pas si c'est rigolo ou dangereux. Enfin, je suis un peu circonspect sur cette pratique. J'ai vu qu'il y a des gens, en fait, qui font des bouteilles en rajoutant tout leur fond de bouteille qui va, en gros, périmer si jamais ils ont un fond de bouteille qui va tourner. Et en fait, ils ajoutent tout en notant sur l'étiquette et ils font un espèce de blend de fond de bouteille. Ah. Et je suis...
Et avec des alcools Assez différents. Non, que du whisky pour le coup. Enfin, après, peut-être pas. Peut-être qu'il y a j'ai envie de dire, tu fais ce que tu veux, mais après, il faut être serein, quoi. Mais Un fond de j'ai Mirabelle, j'ai vu ça un sur vieux du... pastis qui traînait. Ouais, c'est ça. J'ai vu sur du whisky qu'il y a des gens qui faisaient ça, mais enfin, peut-être autant finir la bouteille tout de suite, quoi. Ouais. Je sais pas si c'est... Enfin, Ouais. voilà. J'ai vu passer ça sur Whisky Magazine, je crois, parce que je suis Christine Lambert, qui est Mhm. une grosse autrice sur Whisky Magazine, qui écrit de temps en temps des articles. Et elle parlait de ça. Et après, il parlait aussi des blends que tu peux faire chez toi. Et il y a pas mal de gens aussi qui font ça, notamment dans des petites bouteilles, qui mélangent plusieurs whisky qu'ils ont pour faire leur blend à eux. Ça, pour autant, je trouve que ça peut être constructif, de goûter. On peut se faire un petit truc pas mal. Mais alors, la bouteille de fond de bouteille, je suis... C'est marrant Un peu que tu cites sceptique. Christine Lambert parce que j'avais lu un article d'elle sur Slate qui s'appelait Comment sauver le whisky pourri reçu à Noël. Je vais le mettre. Hop, voilà. Et en fait, Ah bah ouais, je prends ça. elle explique comment créer son blend, effectivement, à partir d'un JB, etc., avec des assemblages. Mais en gros, ça veut dire que tu sacrifies quand même un bon whisky pour, Ah ouais, pour le pour mélanger. sauver l'autre. pour sauver l'autre, ouais. Tu vois. Ah, ça fait chier. Je me demande si ça vaudrait pas le coup de faire, comme on fait des rhums arrangés, de faire des whiskies arrangés. Ouais, voilà, un truc un peu... Je sais pas, c'est un truc à faire, je pense. Ça se teste. Ouais, Le problème des c'est- whiskies le problème des whiskies à la con, c'est que c'est toujours 40%, donc putain, tu mélanges ça avec d'autres trucs et à la fin t'as de l'eau, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais. C'est comme les cocktails avec des trucs à 40. Moi, je trouve toujours que c'est un peu à queue, dirons-nous. Mais Sinon, ouais, avec des faites-en épices, du par gel exemple. hydroalcoolique, quoi. Voilà. Après, tu pues le whisky, tu sais. Alors, au niveau des actus, je pense que c'est toi, Hugo, qui a mis quelques news que tu as repérées. Non, je suis Non, pas sûr. c'est Alors, Blast. Non, c'est moi. C'est moi. Ouais. Alors, Blast, j'ai vu que tu avais mis 2 news. Est-ce que tu veux nous en parler? Il y en a une qui m'a beaucoup fait rire. Ouais, j'ai trouvé vraiment très bonne la première. En fait, ça m'a fait penser à la chanson d'Eddie Mitchell, Le Pape a dit. Mais c'est pas que l'acte d'amour. Il a dit que le whisky était la véritable eau sainte, Ah oui, C'est j'ai l'eau vu bénite. ça. la véritable eau bénite, eau sainte. En réalité, il était. Tiens, je vais réouvrir l'article que j'avais. En fait, il y a des Écossais qui sont venus visiter le Vatican et un groupe, donc ce groupe lui a offert un whisky parce qu'il est amateur de whisky, le pape François. Et quand l'Écossais s'est agenouillé pour lui donner la bouteille, il lui a fait la blague, effectivement, merci pour cette eau bénite ou un truc comme ça. Et en fait, Ouais. vas-y. Ben, en réalité, il y a un protocole normalement quand on amène un cadeau au pape, on ne le donne pas au pape en personne. Enfin, il y a tout un protocole autour de la personne. Et là, visiblement, ils étaient dans une ambiance un petit peu différente. Et donc, la bouteille a été donnée directement au pape qui était probablement d'humeur un petit peu amusée. Et ils faisaient tout un reportage qu'ils ont filmé. Et c'est là qu'il a dit cette phrase comme quoi c'était la meilleure eau bénite qui soit, la véritable eau bénite. Et derrière, dans le documentaire, le Vatican a contacté les réalisateurs en disant désolé, ça on ne peut pas laisser passer. On est obligé de censurer que vous l'ayez vécu. On va pas nier que ça n'a pas eu lieu, mais il y a plein de gens qui vont pas comprendre. Donc, on est obligé de couper. Donc, évidemment, ils ont retiré. Donc, du Ouais, coup, ils ont il y pas a un clip d'humour quand censuré. même. Bah, ils n'ont pas d'humour. Ouais, je crois. Ouais, peut-être. Puis j'ai C'est envie un de peu dire, dans comme les la circonstances. reine, quoi, d'Angleterre. Tu fais pas ça. C'est un peu ça, ouais. Dans les circonstances, c'était drôle et ils le disent eux-mêmes. Ça a permis d'un petit peu rendre l'atmosphère un peu plus relaxe plutôt que trop guindée ou trop. Voilà, donc c'était plutôt un bon moment qu'ils ont vécu, mais avec le risque de l'isoler et donc de passer je sais pas, un message, un mauvais message. Enfin bref, ils ont demandé à le retirer. ouais, j'ai envie de dire, si le pape il fait une vanne, on peut le laisser. Enfin, en plus, je trouve que ça aurait peut-être un côté plus humain. Je suis pas sûr. Enfin, ça, c'est un autre débat. Ouais, Mais je suis pas J'imagine sûr qu'ils de en ont l'intérêt discuté de- avant d'envoyer cette demande.
et qu'au final, effectivement, la conclusion qu'ils ont eue, c'est non, on préfère pas le mettre. Mais du coup, on en parle. Alors que si ça avait simplement eu lieu, il n'y avait que les gens de la BBC, les Anglais, qui auraient regardé le reportage et qui l'auraient vu, quoi. Donc, bon, c'est pas plus mal. Ok, et tu avais une deuxième actu. Yes. Alors attends, il faut que je revienne parce que j'ai fait ça la semaine dernière. J'ai bossé en avant. Par rapport à un festival en ligne de whisky. C'est ça, festival en ligne. En fait, il y a 2 infos dans l'info sur ce festival en ligne. Alors d'une part, au même titre que le dernier festival que tu citais, l'International qui est Whisky Day. En mode virtuel. Donc là, ils ont monté, donc c'est le Digital Festival, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. En tout cas, c'est une association d'amateurs de whisky qui organise un festival en ligne pour lequel on peut s'inscrire. Et nous, normalement, on va recevoir 5 fioles de whisky à déguster avec tout le monde. Et la chose que je trouve intéressante, c'est que les bénéfices de l'événement seront versés à une association, à un fonds, pour alimenter un fonds qui s'appelle The Drink Trust, pour aider. Je pense que c'est l'industrie de l'alcool qui est affectée par la crise du Covid-19. Donc il y a à la fois l'envie de maintenir un festival et de le faire hors ligne, en ligne plutôt que sur place, parce qu'ils n'ont pas le choix, et en plus de faire un geste pour le Drinks Trust Charity. Voilà. Tout. Ouais, c'est bien. Hein. C'est ça. Seul problème, c'est qu'on t'offre pas les verres, quoi. Donc il y a 4 sessions. Il y a 4 sessions d'1h30. Et effectivement, tu reçois bien 5 fioles de 25 millilitres. Par contre, donc pour 30 livres, qui est relativement abordable, dans la mesure où il y a un côté, c'est pas uniquement boire du whisky, c'est aussi un côté charité. Donc, exactement. C'est pas mal. Ouais. Ah, ça va en fait, ouais, j'avais zappé, mais ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Après, il faut voir peut-être pour la France les frais d'envoi, mais. Ça donne envie de s'inscrire. Oui, je vais regarder. C'est très british, hein, donc ça aura lieu le 30 avril, 7 mai, 14 mai et 21 mai, avec un live stream sur Our Whisky. Donc Our Whisky, c'est le nom du groupe qui fait le festival. Par contre, je vous confirme qu'il faut une adresse anglaise. Ouais, j'imagine. Ouais. Damnation. Bah, à nous de faire le nôtre. On va en mode international continental. Ou sinon, on s'exfiltre vite fait en Angleterre et puis. En fait, c'est un petit peu ça qu'on fait. On a reçu les petites fioles. Exactement. C'est ça qu'on pourrait le faire. Alors, j'ai une dernière actu pour vous. Il y a quelques mois, on a goûté un Jura. Et j'ai vu passer que Carrefour allait distribuer des versions exclusives d'un Jura. Ouais. Carrefour, ouais. Ah, ça m'intéresse, ça. Un Jura qui est fini en fût de vin rouge. Ah, intéressant, ça. Intéressant, hein. Alors, je vous avoue que, vu que le prix est pas très, très haut, il est à 30 €, je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas s'il est jeune. Honnêtement, en supermarché, déjà, tu rajoutes 10 € de moins qu'en... Enfin, en cave, tu rajoutes 10 € de plus qu'en supermarché. Ouais. Ça, c'est sûr. Ensuite, Jura, ils sont jamais très chers, à part leurs 18 ans, ou je sais plus là, ou le 22, quand tu commences à taper des trucs. Et encore, hein, le plus cher, je crois qu'il doit être hors édition limitée, tout ça, il doit être autour de 120 €, ce qui est pas si cher quand même pour des haut de gamme. Après, le risque, c'est que c'est un finish, de ce que je vois. Ouais. Et le problème des finishes, c'est que des fois, c'est un peu du foutage de gueule. C'est-à-dire que c'est pour la couleur, t'as une jolie couleur, t'as un nez, mais en fait ça n'a pas le temps de prendre suffisamment pour avoir un goût vraiment prononcé. Moi c'est ce que j'ai eu notamment sur le Telling, qui avait un finish au rhum. À l'odeur, tu l'as. Tu dis, il y a un truc. Au goût, bon, en vrai, c'est un peu une fraude. Sauf que le Telling était vendu 80 €. Donc clairement, là, si t'étais pas content à 30 €, après, bon...
Ok. Je trouve que t'as moins de risques quand même. Mais, Ouais. et les vieillissements en fût de vin rouge, c'est hyper intéressant pour les gens qui fument des cigares et qui aiment le cognac notamment. C'est un truc que j'avais appris pendant une masterclass d'Almor, D'accord. où en fait ça rajoute un côté très tannique qui fait saliver. Et en fait, c'est ce que les fumeurs de cigares, c'est pas mon cas, mais apparemment, ils aiment le cognac parce que justement, le cigare dessèche la bouche, mais le cognac va finir faire saliver parce que c'est très tannique. Et en fait, les vieillissements en fût de vin rouge font ça. Donc D'accord. c'est pour ça que des fois, si un jour vous avez l'occasion d'en goûter un, si vous salivez, vous allez repenser à moi vite fait. Enfin, c'est un espèce de truc physique qui se passe et ça peut peut-être intéresser ces gens-là, quoi. Ok. Mais à 30 €, je t'avouerai, je me laisserais peut-être tenter. Pendant le confinement, là, vite fait un saut. 30 €, il n'y a pas de grosse prise de risque. Non. Oui, voilà. effectivement. Au Moi, pire, moi, t'en ce qui fais un m'étonne cocktail surtout, sympa. c'est que le Jura, c'est pas une distillerie qui produit énormément. Donc, il a fallu vraiment que. Enfin, soit ça va être vraiment une bouteille par Carrefour, ils sont distribués vraiment partout, y compris en Belgique et dans plein d'autres pays. Donc, est-ce que ça sera limité à certaines régions, à certains hypermarchés Alors, enfin, c'est peut-être qu'en France aussi, hein, parce que là, je Et vois que peut-être- c'est en exclusivité, enfin distribué par la maison du whisky. Je sais pas s'ils vendent. Mais même Ah. si tu le limites à la France, toutes les grandes villes de France ont un Ah oui, grave. carrefour, un hyper carrefour quelque part. Donc, ouais, pourquoi pas à voir. Je pense En que tout c'est cas, du finish quand même. si on tombe industriel. dessus à 30 balles, ça vaut le coup d'essayer parce Ouais. que le Jura, c'est bon. Ouais, Ça peut être un celui qu'on finish avait sympa. bu. Ouais. Il était bon. Ouais. Écoutez, je vais faire un saut, puis je vous tiens au courant. Et si jamais j'arrive à l'avoir, j'essaierai de vous envoyer une fiole, si possible. Cool. Ce sera toujours moins cher que le track, track 3 de Ninkasi qui est vieilli en fût de Banyuls, donc vin rouge aussi. On s'en sort pour 60 balles pour 50 centilitres avec les frais de port. Eux, ils commencent à se toucher par contre. Hein. Ouais, en un même peu temps, trop. Ils font des ouais. séries limitées. Ils font des séries limitées, donc forcément. Mais c'est les finishes ou même les vieillissements en fût de vin rouge tout court, quand c'est plus long que. Parce que finish, je crois que c'est jusqu'à 2 ans. C'est ça. Ouais, c'est Au-dessus en de 2 général ans, 18 ouais. mois, ouais. C'est entre 6 mois et 2 18 ans. mois, ouais. Et c'est souvent très cher hein, quand même. Moi j'avais vu le Haran qui est une distillerie que moi je recommande beaucoup parce que leurs produits sont hyper bons pour des prix qui défient, je trouve. Ils pourraient vendre toutes leurs bouteilles 30 balles de plus, ça se vendrait quand même, je pense. Et ils ont une édition limitée néerlandaise en fût de vin rouge, c'était à base de 80 balles, alors que normalement leurs bouteilles elles sont plus aux alentours de 50, 70 quoi. Et Ouais, en pour même temps, quand ils font des finishes, ils font quelques tonneaux, donc ils font pas énormément de bouteilles. Ouais, peut-être ça aussi. Hein. Donc, tant qu'il y a un marché, c'est vendu, ça part, ça fait du cash, et puis ça fait plaisir, et puis tu passes à côté. Hein. Tant pis, t'en auras un autre, parce qu'ils trouveront une autre idée, un autre lot de fût, et puis d'un seul coup, tu vas avoir un nouveau finish, une nouvelle étiquette, et puis pourquoi pas. Et si on passait au plat de résistance? Ah, j'ai soif là. Je me suis surpris à plusieurs reprises à attraper le verre et le porter à la bouche. Alors sache que la dernière fois, Hugo, il nous a pas attendu. Hein. Ouais, il a triché. Non, j'avoue. Là, je l'ai servi avant, mais je l'ai pas encore bu. Je l'ai pas encore servi. Alors, Toi, Toujours. Blas, tu le. vas-y. J'avais juste posé une question. Toi, Blas, tu le goûtes avec un From the Barrel, c'est ça? Là, je vais le mettre en parallèle avec un From de Barrel, mais je redoute un petit peu, parce que la différence d'alcool est assez importante. Donc, Paul Ok. Fumsball, il est à Mais- 51. juste pour le plaisir. Ah, il est quand même vénère. Hein. Ouais. Moi, pour l'anecdote, je le goûte avec un Cavalan. Ok. Alors, le Cavalan classique. Que mon père m'a filé. Le classique qui tourne autour des 40 degrés aussi, qui est taïwanais. Mais comme j'ai pas du tout de whisky japonais dans ma collection, je pense que c'est ce qui se rapproche le plus. Ok. Mais Bah, moi, je le goûte avec un verre d'eau. c'est bien aussi. Alors, on va goûter aujourd'hui un japonais de la maison Nikka qui s'appelle le Nikka Single Malt Yoshi. J'espère que j'écorche pas le nom. Et grâce à ça, en fait, Ouais, alors c'est le 3e japonais qu'on fait.
puisqu'on en avait fait un pendant le live, Ah, il était pas mal celui. un Kirin, Ouais. au pied du mont Fuji, là, la plus grosse distillerie du monde. Enfin, une des plus Vous grosses êtes des distilleries fanboys au monde. de japonais, quoi, c'est tout. Et puis, le Avouez. premier épisode, on avait fait un Cheetah, qui est très bon aussi. La Nikka, c'est une des distilleries japonaises les plus connues au monde, avec Santori. Et en fait, je me suis un petit peu plongé dans l'histoire du whisky japonais parce que ça m'a fait comprendre certaines choses et on a commencé à en parler en off et on pourra en parler maintenant encore. Donc en fait, déjà, il faut rappeler que le Japon n'est pas, de par son histoire, une terre de whisky. Ce sont les Américains qui ont amené cet alcool sur le sol nippon avec du bourbon dans les années 1850. De là, en fait, certaines entreprises japonaises vont essayer de faire du whisky à base de riz et de maïs, mais ils ne vont pas y arriver. Et puis, il va y avoir deux hommes qui vont inventer le whisky japonais. On va avoir d'un côté Shinjiro Tori, qui est le fondateur de Suntory, et on va avoir Masataka Taketsuru, qui fonde Nikka. Et on va s'intéresser à l'histoire de ce dernier parce que elle a vraiment un sens par rapport au whisky japonais qu'on goûte aujourd'hui. Un C'était nom à à la même retenir. période Hein. Ouais. Ouais. C'était à la même période Les deux sont la même les période, ouais. deux... ouais. Donc, Si vous avez est-ce un nom à qu'on sait retenir. s'ils étaient amis, concurrents eh ben, tu vas voir. Ah, ok, je suis curieux. Donc, Masataka Taketsuru, il vient d'une famille qui produit du saké depuis 1733. Et lui, il est né fin 19e, donc 1880, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est qu'en 1916, il vient de finir ses études de chimie à l'université d'Osaka. Et il est embauché par une entreprise de spiritueux, pas l'entreprise familiale, mais une autre entreprise, donc qui fait surtout du saké. Et puis, comme on voit en lui un haut potentiel, on va l'envoyer en Écosse pour qu'il apprenne les techniques de distillation occidentale. Avec une volonté de faire du whisky ou juste pour apprendre les techniques théoriques? Alors les deux. À la base, c'était les deux. D'accord. Sauf qu'il va y rester 4 ans. Il y a pire comme voyage d'études, quoi. Ouais. Bon, après, un petit stage. En 1916, enfin en 1916, on n'est pas sur des voyages. Bon, c'est vrai. On fait pas Glasgow-Tokyo en 12 heures. Tu marques un point, ouais. Mais bref, il va y rester 4 ans. Il va y trouver l'amour. Il va épouser une Écossaise. Ce qui va créer des dissensions aussi bien dans la famille japonaise que dans la famille écossaise. Parce qu'on voyait pas très bien ce métissage. Mais les deux s'en foutent, ils s'aiment, ils se marient. Et en 1920, il rentre au Japon et sa femme le suit. Et puis, il se rend compte que l'entreprise qui l'avait envoyé en Écosse, en fait, n'est plus du tout intéressée par son travail. Donc, lui, il a appris plein de choses, mais en gros, on lui dit c'est bien, mais garde ça dans un coin. Et c'est là où le destin va se faire croiser Tori et Taketsuru, qui vont se croiser, qui vont se rendre compte qu'ils ont une passion commune pour le whisky et qui vont décider de collaborer ensemble. Et ça va durer 10 ans. Donc les deux sont passionnés. Donc on va dire que Tori, lui, ça fait déjà 20 ans qu'il a en gros pas un réseau, mais il a des boutiques qui vendent et qui écoulent du whisky. Mais lui commence à vouloir faire son propre alcool. Et donc du whisky qu'il importe des US, probablement. Exactement. Et même d'Écosse et d'Irlande. Donc lui, il a plutôt la vision commerciale, on va dire, de l'entreprise. Alors que Taketsuru, lui, c'est le chimiste, c'est l'assembleur. C'est la fabriquer, ouais. Exactement. Et les deux, il y a un point sur lequel ils ne seront jamais d'accord, c'est que Tori, lui, il veut un whisky totalement japonais. Donc il veut pas qu'on copie ce qui se fait en Écosse ou en Irlande. Il veut créer un produit nouveau. Alors que Tori, lui, il veut faire un whisky écossais avec une personnalité japonaise. Ce qui n'est pas la même chose. Ouais. Sauf que Tori, c'est lui qui a l'argent. Donc c'est lui qui va avoir... C'est lui le patron. C'est lui le patron. Et donc c'est lui qui va dire, non, tes trucs c'est cool, mais on va faire ce que je veux. Donc ils construisent la première distillerie au Japon.
dans la Ah région oui, de c'est ça. En fait, je te posais Yamakasi. la question. Je te posais la question, mais effectivement, c'est euh, Taketsuru qui a participé à la mise en place de la distillerie à Yamazaki. À Yamazaki, exactement. Ah oui, oui, c'est dont je me souvenais. Ouais, du coup, en fait, j'avais la confusion entre effectivement la famille Tori En fait, les deux vont et collaborer la famille. ensemble. Ils vont Et, bosser ensemble, oui, oui, ça, j'avais oublié. et ça va durer 10 ans quand même. Donc voilà. Ouais, ouais. Et puis en fait, donc ils installent la distillerie au cœur du Japon, donc dans un climat qui est continental, limite. Ouais. Alors que Tori, lui, il veut installer ça dans une région du Japon qui ressemble à l'Écosse. Donc sur une île, au bord de mer. Et après avoir collaboré pendant 10 ans avec Tori, il va rompre cette collaboration et il va partir fonder sa propre distillerie, Ayoshi, d'où le nom du whisky qu'on boit, en Ouais. 1934. Donc pour Et vous, là, on est proche de la mer, on est vraiment avec le côté salin et surtout on est au nord du Japon. Si vous voyez le Japon, Ouais, donc c'est un ouais. archipel de plusieurs îles, mais on va dire que l'île principale qui est le Croissant, et il y a une grande île au-dessus. Et bah Ayoshi, c'est Mm. sur cette grande île qui est au nord. D'accord. D'accord, ouais. Donc voilà. Et en fait, bah, ça peut expliquer les différences qu'il y a entre les whisky Nikka et les whisky Suntory, parce que dans leur Ah. ADN de leur fondateur, il y avait deux visions vraiment distinctes du whisky, quoi. Ouais, ouais. Donc, du côté chez Nika, on va avoir quelque chose qui va être plus proche de l'Écosse, ne serait-ce que par le climat dans lequel c'est fait, Distillé, quoi. C'est fabriqué. conservé, exactement. Ouais. Et donc aujourd'hui, Nikka produit 8 whisky. Putain, 8 whisky, c'est dur à dire en fait. 8 whisky. whisky Super. différents, dont le plus connu est le Nikka from the Barrel, donc, que tu as Blast, Que j'ai dans mon verre. qui est un blend à 51% et qu'on trouve Ouais. vraiment partout parce qu'il est même vendu chez Metro, pour dire. Et qui a un intérêt d'ailleurs, j'ai lu ça aussi en me renseignant un petit peu autour de Nika, parce que vraiment, ma culture du whisky japonais, elle est très faible. Mais du coup, ça m'a rendu curieux. Alors, l'intérêt du Nika from the barrel, alors que c'est un blend, c'est qu'ils font le blend, ensuite ils remettent en tonneau pendant un temps, D'accord. et c'est dans ce tonneau que se crée la fusion des Ah, whiskies ça. qui sont assemblés. Mmh. C'est Donc, il y a intéressant. cette ça. volonté de recréer un whisky à partir d'un assemblage. Et Parce c'est pour que ça qu'il surtout que- s'appelle from the barrel. Ça a un sens parce que surtout que beaucoup de single malt sont en fait aussi des assemblages, mais de la même distillerie, du Exactement. même De la grain. même- enfin, oui. Voilà, mais qui ça reste un assemblage. Et je trouve que c'est intéressant de reprendre un peu cette technique-là, quoi. Mm. Et 51,4, c'est rare hein, pour un blend. hein. C'est- En degrés, je Ah parle. oui, parce que donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau Puissant. du tout, il est pur. Parce que souvent, les blends, moi, c'est ce que je leur reproche, c'est que ça tourne autour de 40, 43. Je trouve ça toujours un peu mou du genou, quoi. Mais, et j'aimerais vraiment beaucoup le goûter, celui-là, tu vois, parce que j'ai jamais eu l'occasion. Et il paraît qu'en plus, pour faire des très bons cocktails, c'est une très bonne base. Interdit chez moi. Ah non, moi je m'y mets un peu Non, de mais plus en plus. Tu fais ce que tu veux, J'essaye. c'est juste Ouais. interdit chez moi, c'est tout. Et Parce que t'as même des cocktails très simples avec quelques ingrédients. Mais on en fera peut-être un épisode spécial cocktail. Et donc, celui qu'on va boire, en fait, c'est celui que voulait faire Taketsuru. C'est vraiment sa dont il vision rêvait, qu'il quoi. avait du whisky. Donc, on a cette chance. C'est plutôt cool. Bah ouais. Sur le whisky en lui-même, en fait, donc lui, il est à 45%. Et chose qui est assez rare, il n'est pas âgé. Alors, Hmm. quelqu'un dans le conducteur Ouais. a réussi à trouver C'est moi. quelques informations sur, C'est moi. sur ce whisky. À ce qui paraît, donc, il y aurait du 10, du 12, du 15 et du 20 ans. À l'origine, en Mhm. fait, la ligne Yoichi, il y avait effectivement du 10, 12, 15 et 20, mais visiblement, il y a eu une difficulté pour arriver à s'alimenter et alimenter les quatre whiskies différents. Et donc, ils ont arrêté de faire des whiskies avec un millésime particulier. Et visiblement, le whisky est... Il n'y a plus d'âge. C'est le Yoshi, point. D'accord. Alors, en fait, on en discutait en off, mais je pense que c'est intéressant de replacer ça là.
une des caractéristiques du whisky japonais, c'est que c'est resté très confidentiel et comme on disait, ils faisaient du blend pendant très longtemps avec des whiskies qui n'étaient pas forcément produits chez eux. Et donc en fait, des fûts de whisky de 20 ans, 15 ans ou même 25, 30, c'est devenu extrêmement rare. Et que pour reprendre Taketsuru, le Taketsuru qui est un blend qui a un 17, 21, 25 ans d'âge, a annoncé la fin de sa production au mois de mars et depuis en fait ça a toujours été et c'est de pire en pire en quelque sorte parce qu'ils ont recommencé à mettre en fût en fait en grosse quantité pour faire des vieux fûts que au début des années 2000 et donc maintenant c'est très compliqué pour eux en fait d'avoir une base qui est même d'avoir beaucoup de fûts de 20 ans quoi. Ouais. Simplement. Oui, puis et pour rajouter les Japonais, je pense, n'ont pas été connus jusqu'à ce que leur single malt sorte de leur pays et on se rende compte que c'était quelque chose qui rendait abordable le whisky à d'autres palais que ceux qui aimaient l'écossais et l'irlandais, je pense. Et tout à fait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Japonais n'augmentent pas leur capacité de production. C'est très rare. Oui. Donc c'est aussi pour ça que c'est dur de s'alimenter, c'est que en fait, ils veulent pas détériorer la qualité de leurs produits. Donc s'ils font 100 000 bouteilles, ils font 100 000 bouteilles et basta. Ouais, et après, du coup, il faut trouver les circuits de distribution parce que s'ils font peu de bouteilles, effectivement, c'est pas chez Carrefour qu'ils vont signer. Ah non. Ils vont être obligés d'aller chez quelques négociants, quelques importateurs qui eux-mêmes doivent trouver le circuit. Donc, il faut arriver à maintenir une publicité au sens noble, du terme, une information auprès des amateurs, tout en leur permettant d'accéder à la bouteille de manière décente et correcte. Ou alors on part dans le whisky de collection, mais je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment l'envie, parce que des bouteilles qu'on met en vitrine et qu'on sort jamais, moi je trouve ça toujours un peu dommage. Pourquoi pas, mais je trouve ça un peu dommage. Et donc du coup, oui, visiblement, peut-être qu'ils ont gardé quelques tonneaux de vin qui va devenir des tonneaux de 25 un jour et qui vont sortir en une édition spéciale. Pourquoi pas? J'en sais rien, je ne suis pas dans leurs chaussures. Mais il semble que pour arriver à la fois alimenter le marché et puis peut-être un jour ou l'autre proposer une bouteille exceptionnelle, eh bien ils ont rassemblé les lignes qu'ils avaient probablement, les 10, 12 et 15 ont été rassemblées. C'est possible. Et alors, oui, parce que comme tu le disais, c'était Hugo, je crois que tu le disais auparavant, c'est un single malt, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas lui-même un assemblage du même malt et de la même distillerie. Donc on peut très très bien associer un 10, un 12, un 15 en même temps et obtenir le single malt final. Il garde l'appellation. Et alors pour l'anecdote, quand les whiskies même les single malt ne mettent pas d'âge, c'est en fait parce qu'ils sont obligés de mettre l'âge le plus petit. Donc si vous avez 90% de Yoshi 20 ans et 10% de Yoshi 4 ans, qui est la limite, ils sont obligés de mettre 4. Voilà, ils sont obligés de mettre 4 ans. Donc en fait c'est souvent pour pas en gros fausser le truc, parce qu'on aurait tendance à dire 4 ans c'est trop jeune, ça va pas être, alors qu'en fait ça c'est pas la majorité du truc quoi. Et toi Émeric, t'étais là quand on avait goûté le Cheetah? Oui. Le tout premier, ouais. Ouais, j'étais là. Et est-ce que tu bois du whisky japonais de base? Est-ce que c'est ta cam? Ouais, j'ai une bouteille de Nikka dans ma cave. Enfin, dans ma cave. Dans ma caisse. Dans l'aile ouest. Ouais, je bois du Nikka. J'aime bien en fait les whiskies japonais. Comme tu disais, ils sont plus abordables, plus faciles à déguster quand on n'est pas forcément habitué à la force et à la rudesse des whiskies écossais. Ok, et ben je vous propose qu'on se serve. Moi je l'ai pas fait encore. Ah tiens, ouais, d'ailleurs ça me fait penser, parce que c'est assez rare aussi pour que je vous le signale. Le bouchon est en plastique. Ah c'est marrant, ça c'est rare. C'est pas un bouchon de liège. Mais il paraît que c'est mieux au final. Hein. Il y a pas mal de gens qui disent ça, je sais pas si c'est vrai, mais... Sur ma fiole, le bouchon était en plastique aussi. Hein. Ils sont très bons, hein. Waouh.
Alors, si je me trompe pas, c'est une peut-être Blast avec les infos que tu avais eues. Est-ce qu'ils disent les types de fûts? Parce que moi, j'aurais dit Oui. bois et sherry. Alors, New American Oak, Ex-Cherry and Others. Donc, oui, effectivement. Essentiellement New American Oak, c'est assez rare. du fût neuf en chêne Ouais. américain. Des fûts qui ont contenu du sherry pour un certain nombre. Et puis, quelques autres fûts non répertoriés. Et c'est 100% de l'orge. Ok. 100% orge et séché à la tourbe. Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est fait avec de la tourbe et c'est assez rare chez les Japonais. Enfin, je m'y connais pas beaucoup non plus, mais. Alors, Ben, j'ai lu aussi... c'est ça, moi, qui me le rend intéressant ou en tout cas qui me donne envie de le goûter. Parce que, comme j'ai pu le dire par ailleurs, j'ai découvert les whiskies japonais avec le Yamazaki. Et j'ai été à la fois, c'était à la fois délicieux et j'ai été déçu parce que je l'ai trouvé tellement parfait qu'il n'y avait rien qui dépassait. C'est comme un premier de la classe qui finalement, on s'en détourne pour celui qui est le petit marrant de la classe qui va raconter des blagues de temps en temps, qui est pas forcément mauvais, qui est en général bon à l'école, mais qui raconte des trucs, quoi. Là, j'étais arrivé, on dégustait à deux amateurs de whisky, et on est arrivé au bout de la dégustation à se dire, ouais, c'est super bon, mais qu'est-ce qu'on en tire? Rien. Et du coup, ça m'a un petit peu mis le japonais de côté. Et là, quand j'ai commencé, ne serait-ce qu'à lire la description, parce que là, il passe de temps en temps sous mon nez, il est dans son verre, je suis en train de regarder sa très jolie couleur. Et rien qu'en lisant la description, je me dis, ah oui, on est sur de l'orge séché à la tourbe. Ça donne envie. C'est pas la même catégorie. Il est assez... comment dire, en couleur, il est moyen foncé. Oui, Ouais, il c'est est assez une clair. espèce de... Oui, un or pâle, qui est très, très lumineux quand même. Enfin, il est brillant. Je Il sent trouve vraiment assez... super bon. plein de profondeur. Et je sais pas vous, mais le nez, je le trouve Mm. excellent, quoi. Enfin, c'est... Ah oui. Très frais. Très, très frais. Floral. Et si on le goûtait? Ah ouais. Allez. Allez-y. Oh. Très différent du nez. Extrêmement profond. Il dure. Hein. Jolie longueur. Moins que le Old Ricky qu'on a goûté la fois dernière. Pas du tout le même whisky, évidemment. Ah oui, non, il a un retour, en fait. Il a un moment où il se calme, et puis après, il réattaque les papilles avec d'autres parfums. C'est très fin, très, très fin. Ouais, ça, c'est quand même la marque de fabrique des Japonais. Hein. Enfin, généralement, les whiskies japonais sont... On sent que c'est méticuleux, quoi, au niveau de C'est net, l'assemblage. ouais, c'est hyper net. Et lui, au moins, il laisse pas un goût de vieux bois dans la bouche. Tu penses au Suntory? Le fameux vieux bois pourri. Non, c'est vrai que là, Attends, je me suis toujours parmi celle-là. la dernière note est Et très qu'on aime ou agréable. qu'on aime. Enfin, je viens de le comparer. Là, j'ai juste trempé mes lèvres, hein, parce que l'autre est plus fort. Avec le Nikka From the Barrel. Rien à voir. Ah bah oui. Tout à fait différent. Donc, il a une vraie personnalité à lui tout seul. Une belle personnalité. Là, voilà. C'est le genre de whisky qui va me réconcilier. En même temps, c'est pas vrai. J'étais déjà réconcilié avec le Nikka From the Barrel. J'ai déjà tapé dedans. Il est vraiment bon. Donc en fait, c'est Nikka qui m'a réconcilié avec le whisky japonais. Et surtout, il est un poil fumé. Ouais. Oui. Vraiment. Très légèrement. Hein. En fait, c'est pas très fort, mais c'est présent très légèrement au nez par derrière. Donc je garde ce côté floral, un petit peu piquant, un petit peu vert. Et puis derrière, une petite pointe de fumée. Et en bouche, c'est pareil, c'est assez discret. C'est pas violent. Donc pareil, un amateur d'Ailey, finalement, il va trouver un whisky qui est un petit peu calme et tranquille, mais quelqu'un qui voudrait découvrir le principe des whiskies tourbés, C'est un marchepied. c'est une bonne approche. Mm. C'est une bonne approche délicate, pas agressive du tout. Et pourtant, il y a du goût. Hein.
Ouais, je pense que c'est pas mal le fait qu'il y ait que ce soit à 45, ça donne un peu plus de caractère. Je trouve que sans pour autant avoir un truc qui arrache la gueule, quoi. C'est subtil, mais tout en le bon choix, ayant un peu de caractère. Je trouve que c'est un très bon. Ouais, il y a de Très bonne l'alcool sans expérience. être trop alcooleux. C'est Par contre, je pense que t'en bois qu'un. ah ouais. Ouais. Bah, après, ça dépend. C'est-à-dire, c'est vraiment un whisky qui se déguste. C'est pas un whisky qu'on boit comme ça à la va-vite. Il se pose vraiment comme très, très, très riche. Il mérite de prendre vraiment des petites gorgées tranquilles et de les laisser à Ouais. chaque coup C'est pas se la bouteille que développer, tu. s'épanouir. C'est pas la bouteille que tu tues pendant une partie de poker, quoi. Ouais, de toute façon, c'est clairement un Voilà. digestif. Oui, il doit très bien passer en digestif. Ouais. Alors, Moi, je le vois en digestif d'été. Pas digestif d'hiver, digestif d'été. oui, parce qu'il a ce Digestif côté d'hiver, frais. c'est. Ouais. C'est ça. Digestif d'hiver, on est sur du brut de fût tourbé, quoi. Faut se Bah, remettre du ouais. froid. Ouais. Alors, je vais vous donner un peu Mais les arômes qui est écrit sur la vas-y. boîte. Vous allez me dire si vous les trouvez ou pas. Donc, au niveau du nez, on est sur alors fumée, soute, je sais pas ce que c'est, S2O-T. Je sais pas. Je Soute. vais chercher. C'est pas une station balnéaire en Belgique, le De Zout. la suie, ok. Et des Ah, notes la salées suie. au nez initial, donc c'est peut-être le côté frais. Et après, elle dit ça évolue vers des fruits type orange, citron, Ouais, ça, c'est le côté frais. des épices de type noix de muscade, gingembre. Non, ça j'ai pas. Et puis à la fin, ça s'ouvre un peu plus sur des fleurs. Voilà, floral, ouais. Ouais, moi, je suis d'accord avec. Bon, gingembre, pas sûr. Mais il y a ce côté piquant qui peut rappeler le gingembre, pourquoi pas. Mais le floral, ça, je l'ai. Le fumé, je le trouve assez léger et suffisamment discret pour être justement intéressant parce qu'il vient pas tout de suite. C'est une Ou note. alors, C'est pas l'arôme du whisky, quoi. ouais, Il y a une note de fumée. Ça, c'est et le plaisant. côté agrume, ouais, j'achète ça. C'est ce côté un petit peu piquant, un petit peu frais, qui me le catégorise vraiment en whisky de beau temps, fin de soirée beau temps. Exactement. Bon là, on n'est pas en fin de soirée, mais on va faire comme si. Quoique ça commence à se rapprocher. La nuit Il tombe. fait beau, la nuit tombe, ça, ouais, il se pose bien. Alors au niveau du palais, c'est assez intéressant ce qu'ils disent. Ils disent, bon, c'est une attaque plutôt équilibrée qui commence par de la tourbe, du fumé, des épices, des fruits de type melon, kiwi et des noix, type amande. Et après, ce qu'ils disent, c'est que le palais tourne vers quelque chose qui ressemble à des notes de chocolat avant de revenir vers la tourbe. Ouais, c'est cette sensation que j'ai eue de D'un cette espèce de aller-retour. calme. On se dit: «Ah bah tiens, ça finalement, il n'est pas si long que ça» et clac! Il repart, il y a une nouvelle série de parfums qui arrive du fond de la gorge, des dents de sagesse, que je n'ai plus. Moi non plus. Parce que ça donne de la place pour grumer le whisky. Et le finish, alors sur le finish, on serait vraiment sur des fruits un peu plus communs, type poire, mirabelle, pomme. Et Ouais. le nez final serait un peu plus mentholé et irait vers la coriandre. Voilà. Moi j'aurais dit floral, donc je suis vraiment à côté de la plaque. Moi, quoi. je suis plus floral que herbe, mais par contre, effectivement, le petit coup de cette sensation, ouais, chocolat, c'est peut-être beaucoup, mais chocolaté, ouais, un petit peu. Chocolat noir, peut-être, avant que la tourbe ne revienne. Ça peut être ça, cette espèce d'assise que l'on a, qui vient vraiment du fond de la bouche. Et puis, oui, la fin en rétro-olfaction, ouais, je suis plus en floral qu'en herbacé, effectivement. Ouais, c'est peut-être Celui-là le est très fait. bon. Super bon. Ouais, c'est peut-être le fait que y ait le chocolat qui a été évoqué, mais ça me rappelle certains chocolats qui sont faits à base de cacao dit cru, en fait, qui sont torréfiés à basse température et qui ont justement un côté très fruité dans leur goût et qui se rapproche de ça, de la dernière note que moi j'ai en bouche avec ce whisky. Pourquoi Ok. pas. Alors moi, je suis pas très fan de chocolat un peu
on va dire, non traditionnels. J'étais traumatisé par du chocolat amer. Ah. Ça arrive, Ouais. même au meilleur. Ouais. Ouais, très très bonne découverte. Bah, tu vois, comme la dernière fois, j'ai bu Ouais. que la moitié de la fiole. Je Et me garde Moi, c'est pareil. l'autre moitié. ouais, bah, vous avez bien fait. Et en fait, par rapport à l'histoire, je trouve que effectivement, c'est un whisky écossais avec une personnalité japonaise. On sent vraiment le meilleur des deux mondes dans ce whisky. Ouais, c'est Ouais, assez c'est vrai. vrai. Il y a ce côté enfançage premier de la classe, mais il y a de l'écossais derrière, enfin, dans l'ordre que vous voulez. Il y a les deux. Et Alors, je voudrais rajouter aussi pour les gens qui nous écoutent, le whisky japonais, je trouve, est extrêmement difficile à déguster. Pas dans le sens où c'est painful, j'allais dire, enfin, où c'est pas bon, mais dans le sens où les arômes sont, je trouve, beaucoup plus subtils que sur certaines distilleries écossaises, notamment par exemple les Islay qui vont être très tourbés, très fumés, donc ça va vous entraîner à sentir ces goûts-là. Il y a d'autres distilleries qui sont très chéries, comme j'ai perdu le nom, le truc en bref. Il y a des distilleries qui sont très chéries, donc vous allez sentir un peu ce côté fruits secs, tout ça, où c'est en quelque sorte simple d'apprendre les goûts. Je trouve que les bons whisky japonais sont assez difficiles en fait à. Comme on dit, c'est bon, mais moi c'est parmi les whiskies où j'arrive à reconnaître le moins de choses. Parce qu'en fait, tout est très délicat et très ça subtil. mélange beaucoup de choses. Ouais. C'est ça. Et donc, moi, je vous conseille, comme Blast fait, de goûter avec d'autres whisky japonais. Et je trouve que c'est comme ça qu'on arrive à sentir les différences et à retrouver en fait des goûts qu'on n'avait pas en première gorgée, quoi. D'ailleurs, Par exemple, tu nous as pas hein dit par rapport à ton autre whisky. En fait, le Kavalan est plus chéri. Et on sent qu'il est plus vieilli en chéri. Et en fait, il est plus bourrin d'entrée. D'accord. Sur ce côté-là, ouais. Fruits secs, un peu de fruits rouges, limite confit. On a une grosse attaque là-dessus. Et en fait, après, ça disparaît très vite. Alors que le Yoshi a moins d'attaque. Il est plus subtil, mais par contre, t'as le goût qui reste plus longtemps, je trouve. Qui est plus équilibré, en fait. Ok. Et à choisir, je préfère le Yoshi quand même. Après, c'est pas la même gamme de prix, je crois. Effectivement. Le Yoshi est quand même plus Celui-là, cher. il est vendu 75-80 euros. Quoi. Voilà, le Kavalan, je crois qu'il est autour de 50. Le On normal. est en haut de milieu de gamme. Ouais, on est en limite haute pour le. Donc, la tu vois, gamme le un peu- Kavalan, un peu on classique. disait. T'en prends. Le Kavalan, tu le défonces en partie de poker, tu vois. Parce qu'en fait, il joue beaucoup sur l'attaque. Oui. Le corps et la finale, elle est pas ouf, quoi. Donc t'as une attaque qui est plus directe, donc c'est un peu plus un truc festif, quoi, on va dire. Honnêtement, tu laisses la bouteille à côté de moi pendant une bonne soirée, bon, elle prend un coup dans l'aile, quoi. Que le Yoshi, voilà, il y a plus ce truc-là un peu extrêmement subtil. On est vraiment sur des whisky de dégustation où on prend C'est son ça, ouais. temps, on prend des toutes petites gorgées, c'est même pas le mot. On prend vraiment des petits coups dans la bouche et on renouvelle l'expérience et on le laisse se mourir tranquillement. Et en réalité, c'est vrai, c'est vraiment typiquement un whisky. J'en prends pas deux. Je trouve pas l'intérêt d'en boire deux. Je suis d'accord. Je me contenterai de 2 ou 4 centilitres, allez, disons 3 pour faire bonne mesure, et le laisser tourner la soirée. Parce que, en plus, là, il m'en reste un léger fond. Je m'en suis pas servi un grand. Et je vais le laisser un petit peu voir comment il évolue à l'oxygène, et je reviendrai dessus plus tard. Alors, moi, je l'ai servi en début d'épisode, donc il a eu le temps un peu, et en vrai, le fumé ressort beaucoup plus. Oui, c'est vrai. Il y a vraiment le fumé tourbé Il ressort déjà au nez. de Voilà. manière beaucoup plus nette qu'au début. Au nez, moi, tu me fais sentir ça, incapable de dire que c'est japonais. Mais c'est Là, c'est pas un fumé tel qu'on peut l'imaginer. Je rentre dans une vieille ferme et je sens la cheminée, quoi. C'est un fumé très délicat, presque
c'est subtil, hein. C'est Ouais, mais il y a quand même une tourbe. Il y a quand même une tourbe, quoi. Oui, oui, on est d'accord. Mais je parle pas du tourbé, je parle vraiment de l'aspect fumé. Ouais. Ça ressemble vraiment à un petit bois délicat, presque du bois noble brûlé, quoi. En tout cas, je suis Très fin, content qu'il très- vous plaise très parce subtil. que ça fait 2 fioles sur 2 où ça marche. Ah oui, attends, le Old Ricky, tu nous as explosé, c'était fabuleux. Attends, on va attendre le Jack Daniels. Moi, j'attends de ouf. J'ai un copain qui m'a filé, je le salue s'il écoute, qui m'a filé une fiole de. Parce qu'en fait, j'avais pas de bourbon. Ok. J'avais même pas de whisky américain dans ma collection. J'avais 0. Et c'est un truc que j'ai jamais goûté de bon, en fait. J'ai toujours goûté. Moi, j'ai bu un Jack Daniels, j'ai fait ouais, non, ça ira. Et en fait, il m'a filé une bouteille, une fiole de ce qu'il avait, qui est le whisky de Slipknot, le groupe de métal. D'accord. C'est whisky, donc Iowa, c'est numéro 7, je crois, le nom. Voilà, et donc en fait, j'ai attendu ce moment-là. J'attends le moment où on va goûter le Jack Daniels pour ouvrir cette fiole-là. Et le comparer. Et le comparer, parce qu'en fait, comme j'ai aucun point de comparaison, je trouve ça hyper intéressant. Tu verras que c'est différent. Parce que. Donc, En whisky américain, moi, j'ai bien aimé le Maker's Mark. Je connais pas du tout. Ouais, je vois ce que c'est. C'est un bourbon du Kentucky qui est intéressant, qui est pas mal. On est loin du Jim Beam ou pas du Jim Beam de base ou du Four Roses. Il est pas mal, c'est fin, c'est subtil. Mais vous verrez que parce que le Jack Daniels, donc j'en ai 2 dans ma cave. Je veux pas dire de conneries, mais j'en mange, j'ai un. Donc le plus vendu, c'est le 7. Et moi, j'ai un 5 et un 3. Donc, je sais plus lequel je vous ai envoyé. Je vais regarder, je l'ai là sous la main. C'est le 3. C'est le 3, ok. Et alors, c'est quoi la différence? C'est les âges, les fûts, les vieillissements? Enfin, je connais pas du tout. Alors, je crois que c'est le numéro. Comment dire? C'est les mêmes whisky, ils mettent juste un numéro différent. Celui-là, il y a une tête de 3, celui-là. Non, c'est. Alors, je vais pas dire de conneries, donc je vais pas te dire, mais c'est des manières différentes. Je crois que c'est le même whisky, mais c'est juste des manières différentes de le distiller et de le conserver. Ah. Et quand on a fait l'épisode, donc c'était avec Fab et Benoît, qui n'avaient goûté que du 7, et ben ils ont été sur le cul quand ils ont goûté le 5. Bon, moi, je dis pas de mal du 7 parce que j'aime bien de temps en temps, ça fait plaisir. Un whisky. Moi, je peux pas. Un whisky sympa, d'apéro, tranquille. Voilà, là, c'est parce que je prends pas d'apéro. Je bois jamais en apéro. À part en cocktail. Justement, je me mets au cocktail pour goûter le whisky en apéro. Parce que je j'aime pas le whisky en apéro. Je sais pas pourquoi. Okay. Je pense que c'est honnêtement pas logique. c'est un truc. Ouais, mais bon, c'est de l'américain, et l'américain, à part certains whisky particuliers, c'est le whisky. Traditionnellement, c'est whisky d'apéro. Je reviens du bureau, et je me sers un tumbler, quoi. Donc, je suis plus bière à l'apéro. Il se pose bien avec des cahuètes, ça marche très bien. Et on se prend pas la tête. J'aime bien ça, ou le single barrel. Le single barrel, j'aime beaucoup. Ouais. Un peu plus fin, un peu plus délicat. Mais le 7, j'ai vraiment rien contre. Je prends pas, j'ai pas de déplaisir à boire un 7. Bah, le single barrel, c'est celui qu'on a bu. Alors, c'était un single barrel Silver Select parce que c'était c'était une version travel exclusive, je crois. Et ouais, c'est ça. Et il était vraiment très bon. On l'a fini d'ailleurs. Le single barrel, ouais, j'en achète, pas systématiquement, mais tous les 2 ans, je m'en prends une bouteille et puis elle part au fur et à mesure tranquillement. On est dans le plus subtil là. Disons que si je suis avec des gens qui veulent prendre un whisky à l'apéro, le Jack Number 7, il passe bien. Si je suis avec des gens qui sont plus amateurs et qu'on veut sortir de l'américain, essentiellement du Jack, le single barrel, il passe sans aucun problème. Et ben voilà, on arrive au bout de l'épisode. Est-ce que vous avez un petit instant... Si vous voulez trouver du Maker's Mark, je vous le recommande, ça vaut le coup d'essayer. Ok. C'est pas du tout du Jack. Baker's Mark, tu dis. Maker's Mark. M-A-K... c'est Maker, donc M-A-K-E-R, ouais. apostrophe S.
Mark, M-A-R-K. Je pense que C'est la tu vois marque ce que du c'est parce fabricant. qu'on Ok. le voit souvent en supermarché. C'est marrant d'ailleurs, Ah oui, avec un nom pareil, on effectivement. s'attendrait à un truc bas de gamme. Alors Ah qu'il ouais, c'est vrai. il est ouais. plus cher que le Jack Daniels ou le Jim Beam, hein, Mhm. au rapport prix par litre. Non, mais j'ai hâte de me mettre à l'américain parce que c'est vrai que j'ai eu une très très mauvaise première expérience et j'ai hâte de goûter des trucs parce que je pense qu'ils font des trucs pas mal quand même. En fait, Ouais, mais Ça- effectivement, si toi tu le préfères vraiment en digestif, il va falloir chercher des éditions spéciales ou des choses comme ça, parce que c'est quand même des attaques très très sucrées, enfin très moelleuses. c'est de l'apéritif ouais. normalement. On est vraiment plus sur un apéritif, hein, Et c'est Ah, marrant je me parce que- forcerai. parce que avec des cacahuètes. pour préparer l'émission, j'ai un peu regardé les ventes et tout. Et donc, le Japon est le 4e exportateur de whisky, après Oh, pas mal. Écosse, Irlande et États-Unis. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on trouve en Europe bien plus de whisky japonais que de bourbon ou de whisky américain. Et je pense que c'est juste parce qu'il y a 3 marques qui inondent en volume Ah le oui, monde. oui, oui. Puis c'est dans tous les supermarchés, t'as un Bah Jack, t'as un Jim Beam Un Jim Beam. et un Four Four Roses. Roses. Alors, C'est sûr. alors Donc, qu'il y en a vraiment mais des variétés de fous. Patrice de Binous USA, il m'a envoyé une fois une carte. C'était genre un menu en A3 recto verso avec 200 références de Bourbon quoi, dans un bar. Oh là là. C'est juste qu'il l'exporte pas en fait. C'est pas très, je pense, vendeur en dehors des États-Unis. Bah, ils ont mauvaise réputation. Hein. Donc, est-ce que. Ouais, faut se mettre sur le marché, mais nous en France, on est premier importateur de whisky écossais, si je me souviens bien. Premier consommateur, enfin, je sais plus. Mais en France, on est très whisky écossais et donc c'est compliqué de rentrer sur ce marché-là, quoi. Et encore, Écossais et les japonais. choses sont en train de changer parce que le Maker's Mark, je vous garantis que moi quand j'ai découvert ce whisky-là, ce bourbon, je l'ai acheté en Amérique et on n'en trouvait absolument pas en Europe, hein. Ah ouais? On remonte à 25 ans en arrière, mais c'était absolument introuvable. Ok. Est-ce Il faut que, arriver à trouver sa place, quoi. est-ce que vous avez un dernier mot, une reco ou votre auto-promo avant qu'on close cet épisode? Je vous invite à toujours écouter Adapte-moi si tu peux. Voilà. Je tiens, fais toujours comme ma par pub. hasard. Hein. Et donc, on va essayer de sortir des épisodes pendant le confinement. Enregistrer à distance, tout ça. Enfin, on est en train de bidouiller, voilà. Mais on vous prépare quelques petits épisodes qui arriveront évidemment peut-être un peu en retard. Faut être un peu conciliant là-dessus parce que c'est un peu compliqué pour tout le monde. Mais voilà, on est toujours dessus. Je me suis tapé, on en parlait, Julien, American Psycho. Mhm. Ça va Que être quelque j'adore. chose. Que j'ai pas le livre, voilà. Je sais pas. Mais voilà. Et peut-être justement un épisode avec Julien, qui sait. Peut-être, Est-ce que c'est dans les tuyaux? Ah, sûrement. oui. Oui, ça l'est, voilà. Blast. Bah moi, le lundi soir, en direct, sur les sondiers, on parle de son, on parle de musique, on parle de comment on fait la musique, comment on la mixe, comment on De l'enregistre. technique. Et oui, essentiellement les techniques du son, mais aussi fiction sonore et tout ce qui va derrière. Donc tout ce qui touche au son, c'est chez nous. Les sondiers le lundi soir. Et puis il y a plein Et il de paraîtrait qu'on- cours sur le son que tu as fait. Et à Podren, avec l'association d'alliances, je ne sais jamais comment ça s'appelle, les alliés numériques, l'alliance numérique, on a fait une masterclass sur comment comment traiter les voix quand on fait un podcast, quand on enregistre un podcast. Et puis il devrait y avoir la semaine prochaine, donc je ne sais pas quand est-ce que Le 22 avril. ça doit être ça, oui. Avec Podcastéo, on fait avec Fanny une session comment débuter en podcast. Et C'est je ça. répondrai aux questions. Il y aura toi, il y aura Technique. Fanny, il y aura Zu. Ça doit être ça, oui. Alors, il y a toute la partie Non, pas Zu, Flavien. fabriquée. Flavien. Flavien, oui, sur la partie essentiellement technique, effectivement.
Donc, il y aura toute la partie comment on fait, comment on se lance, et puis je répondrai aux questions techniques de comment est-ce qu'on branche un micro. Qui n'est pas forcément si évidente que ça parfois. Non, en vrai, ça faut bien sert démarrer de quelque ouf. part, Hein. ouais. Merci de faire ça parce que en vrai, moi quand j'ai commencé il y a quelques années, en vrai, t'achètes des trucs, tu sais pas comment ça marche, tu sais pas même la notion de passif, actif. Oui. Est-ce qu'il faut une alimentation? Enfin, moi quand j'ai commencé, il y avait Fantôme. très peu. Voilà, il y avait très peu d'infos en fait pour du podcast, c'était beaucoup pour de la musique, tout ça. Et c'était pas forcément les mêmes besoins. Enfin, même en termes de musique, enfin, ça sert toujours. En gros, merci de faire ça. Plaisir. Et toi, Émeric, est-ce que tu es une actu? Non, malgré le confinement, je continue à enregistrer des podcasts pour le label. Donc, retrouvez-moi sur d'autres podcasts du label. Oui, Le Roi d'ailleurs, on va Steven, bientôt regarder Mario Bros. G7. Ah, le film des années 90 là? Ouais. Le meilleur, Oh. la meilleure adaptation de jeux vidéo qui a été Ah, faite jusqu'à ce jour. Je sais pas si vous prenez de la drogue, mais le cas échéant, allez-y. Hein. Allez-y parce que c'est très compliqué. Hein. C'est une réinterprétation de l'univers de Mario. Ouais. On peut dire ça, Et Émeric. c'est énorme. C'est une des adaptations les plus fidèles car il y a tout. Il y a tout. Voilà. Ah, ça a coupé, j'ai pas entendu ta vanne. J'ai dit que c'est la meilleure adaptation parce Ça, que je suis dégoûté. Bah, il y a tout. Il y a Ah tout. oui. Il y a tout. Tout Oui, est c'est dans le vrai. film. Non, mais en plus, je suis d'accord. Hein, mais c'est quand même énormément de drogue quand même. Enfin, Ah, ouais. Et il y a 2 mecs qui essayent de le remasteriser en HD. le boulot de ouf. Mm. Pour ça. J'ai envie de dire vraiment pour ça. Et C'est comme c'est faire pas encore sorti. une tour Eiffel en allumette. Hein. Très bien. Ouais, c'est... Et ben merci à tous. Plaisir. Finissez votre fiole ou votre verre tranquillement. Ah, moi, je vais faire Ouais. comme Blas. Je vais laisser un peu traîner là, puis je vais revenir voir dans une demi-heure. Et puis du coup, bah, on se retrouve le mois prochain pour le fameux Jack Daniels numéro 5. Aïe, 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 aïe. Plaisir. 3. Ah, j'ai hâte. Numéro 3. Allez, bonne soirée à tous. Vous me Bonne faites soirée, une bouteille de bisous. bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé. Non, monsieur, je ne le suis pas du tout. Bravo. For relaxing times, make it Suntory time.